Deux jeunes sœurs gymnastes, Sophie et Camille Dubois, ont disparu sans laisser de traces après un entraînement un soir d'été 2010, ne laissant derrière elles que rumeurs et souffrances. 12 ans plus tard, un homme pêchant près du lac de Serponsonnant sortant un vieux sac en toile, une série de découvertes macabres se déclenche, révélant enfin ce qui est réellement arrivé à Sophie et Camille Dubois. L'air est suffisamment frais pour éloigner les insectes, et l'eau est à flot. Lac de Serponçon. Le silence régnait sous un vaste ciel gris. Étienne Morel, 43 ans, montra d'un hochement de tête à son fils Léo comment lancer une canne à pêche, puis s'adossa au banc en aluminium du petit bateau en bois loué. Léo, assis en tailleur près du bord, faisait semblant de pêcher tout en regardant quelque chose sur son téléphone. Étienne était en train de dire quelque chose sur le fait de ne pas avoir à tendre la ligne lorsque le bout de sa canne pencha brusquement vers la gauche, pas vraiment une morsure, plutôt comme si elle s'était accrochée à quelque chose. Il se leva, ajusta la poignée et tira. L'objet pesait, mais ne résista pas beaucoup. L'eau ondulait tandis qu'un objet pâle flottait, coincé entre les algues et les racines. Étienne se pencha, tira sur la ligne et releva le bout. Un sac en toile rose pendait à l'hameçon, lourd d'eau du lac et de terre. Il le décrocha avec précaution et le plaça entre eux. « Tu vois ça ?» demanda-t-il à Léo, qui leva les yeux, perplexe. Les lettres SD brodées de fil violet sur un côté. Léo haussa les épaules, il a l'air vieux. Étienne tira la fermeture éclair, qui se coinça à moitié. Il l'ouvrit patiemment, juste assez pour en révéler le contenu, une paire de chaussons de danse usés, les semelles repliées vers l'intérieur, un ruban de compétition délavé, encore maintenu par une épingle à nourrice, et dans le coin inférieur, un programme d'entraînement plastifié, taché et à peine lisible. Il le leva et vit le nom imprimé en haut, Sophie Dubois. Il ne dit rien de plus, puis prit son téléphone. Réception à accent grave. Commissariat de police de Gap. Le commissariat était vide lorsqu'Étienne entra, portant un sac poubelle scellé contenant le sac de sport. Le chef adjoint Julien Bisset, qui était là depuis assez longtemps pour se souvenir de l'affaire initiale, ouvrit le sac, sortit sa carte d'identité et se tut. « Vous avez trouvé ça dans le lac ?» demanda-t-il. Étienne hocha la tête. Près du sentier nord-est, là où les arbres poussent près de la rive. Je suis tombé dessus par hasard. Julien ne toucha plus à rien. Il appela l'équipe chargée des preuves et entra dans une arrière-salle. 10 minutes plus tard, 2 enquêteurs et un garde forestier en uniforme examinaient le contenu dans une salle de conférence fermée. La pièce était silencieuse, tandis que le reste du commissariat grésillait de radio. La nouvelle se répandit rapidement. Sophie et Camille Dubois, disparues depuis 2010, avaient été vues pour la dernière fois sur le parking arrière. École de gymnastique de Saint-Véran. Aucune trace, aucun indice, aucun corps retrouvé jusqu'à présent. Dans centre de justice de Digne-les-Bains, l'inspectrice Claire Beaumont venait de s'installer dans son nouveau bureau au sein de l'unité des affaires non résolues, où tout s'écoulait aussi lentement qu'une imprimante et une cafetière. Son bureau était encore à moitié vide. Elle aimait ça. Son expérience des affaires d'homicide faisait d'elle une singularité, surtout après la réorganisation initiale du département cette année-là. Pas de fanfare, juste un classeur et une liste de tâches. Son intention était de travailler lentement, loin du tumulte judiciaire et de l'effervescence médiatique. Lorsque la notification arriva, elle lut le nom 2 fois. Elle se leva, prit le document imprimé et se dirigea droit vers le bureau du lieutenant Isabelle Marchand. Isabelle leva les yeux de l'écran. « Vous venez d'arriver. » Claire hocha la tête. Isabelle prit le rapport et le parcourut. « Les sœurs Dubois, » dit-elle doucement. 12 ans. Preuve matérielle, identification. Claire dit, suffisamment pour rouvrir le dossier. Isabelle hocha la tête en désignant la porte. Allez-y. Au laboratoire de police scientifique, le sac était exposé à une douce lumière halogène. Un technicien ganté démontait chaque article, notant son état et son intégrité. Les chaussons de danse étaient placés dans un plateau scellé, le ruban, décoloré par l'humidité et les algues, portait encore le logo discret d'un tournoi de jeunes. Un programme d'entraînement plastifié, déformé mais intact, datant du printemps 2010, était entouré à l'encre bleue, équipe B, mercredi,
17h30. À côté du nom de l'entraîneur Pierre. En haut de la page, Sophie Dubois, classe de 6e, école de gymnastique de Saint-Véran-Clair jeta un coup d'œil au technicien et demanda, « Y a-t-il un signe qu'il a été placé intentionnellement ?» Il secoua la tête. Le tissu est trempé depuis longtemps, aucun dommage récent. Mais il n'est pas là depuis 12 ans. Il aurait pu être tombé ou déplacé. Elle acquiesça, ce n'était pas à lui de répondre à cette question. Le classeur du bois semblait ne pas avoir été ouvert depuis des années, l'étiquette était décolorée, 2 coins abîmés, et une bande de ruban adhésif indiquait, numéro 13199, Dubois X2, disparu. L'inspectrice Claire Beaumont le posa sur le bureau et ouvrit lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvaient les formulaires habituels, le rapport initial, des photographies, une chronologie dessinée à la main, des copies des dossiers scolaires et un plan des environs du gymnase au feutre d'un jaune et d'un rose délavé. Les sœurs Sophie et Camille Dubois ont été vues pour la dernière fois un lundi après-midi de mars 2010. Selon le rapport initial, leur mère, Élise, les avait déposées à Accent Grave école de gymnastique de Saint-Véran avant 17h15. Elle devait se rendre à l'entraînement à 17h30. Élise attendit quelques minutes dans le stationnement, comme d'habitude, mais ne vit rien d'anormal. Elle démarra tandis que les sœurs lui faisaient signe d'au revoir à la porte du gymnase. Après cela, l'affaire devint plus mince. L'entraîneur Pierre Lefebvre fit une déclaration par l'intermédiaire de son avocat 2 jours plus tard, les filles ne se sont jamais présentées. Il dit qu'il installait le matériel et n'a quitté le gymnase qu'après 18h. Aucun membre du personnel n'a signalé avoir vu les filles entrer dans le bâtiment, mais plusieurs coéquipières ont répondu qu'elles se souvenaient avoir vu le ruban pour les cheveux de Sophie sur le banc et la bouteille d'eau de Camille dans les vestiaires. Il n'y eut pas de suivi. Claire consulta le journal de bord. Une camionnette blanche avait été signalée par le pompiste de l'autre côté de la rue, indiquant qu'elle était garée près de l'entrée du gymnase cet après-midi-là. Pas de plaque d'immatriculation, un indice ignoré. Elle vérifia le rapport de surveillance du gymnase, une seule page, estampillé, registre des preuves numéro 146B, indiquant que le disque dur était tombé en panne suite à une mise à jour logicielle ratée. Pas de sauvegarde, pas de segment récupérable. Pas de rapport technique d'un laboratoire externe, juste un résumé de 2 phrases du responsable des systèmes du gymnase, sans aucune qualification. La police avait accepté l'explication et était passée à autre chose. Claire se tourna vers les entretiens avec les employés, aucun. Tous les employés du gymnase avaient fourni des déclarations écrites, collectées et transmises par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Pas d'entretien en personne, pas de contre-interrogatoire. Celui de Pierre était le plus long, presque une page, mais il ne disait rien d'utile, ignorant toute activité inhabituelle, bouleversé par la disparition, espérant le meilleur. Claire vérifia l'index du dossier, aucune trace de la visite de l'inspecteur au gymnase. Elle consulta la liste des missions de la semaine, aucune correspondance. Puis elle a trouvé une phrase dans la déclaration d'un parent, l'entraîneur Pierre avait quelqu'un pour surveiller les filles pendant l'échauffement. Je ne me souviens plus du nom. Ce n'était pas un employé, juste un ami, je crois. Il est venu. Ce n'était pas enregistré, pas de nom, pas de photo. Claire parcourut les articles de journaux et les prospectus de collecte de fonds de ce printemps. Sur 2 photos de groupe, on pouvait voir un homme d'âge mûr, chauve et inexpressif, debout près du banc en arrière-plan. Il était anonyme, sans badge, sans uniforme, et personne ne lui demanda qui il était. Elle vérifia le registre des visiteurs du gymnase, il n'allait pas assez loin. Qui était l'homme mentionné par les parents ? Pensez-vous qu'il soit impliqué dans la disparition des filles? Répondez, oui, si oui. L'inspectrice Claire Beaumont a-t-elle résolu le mystère de Sophie et Camille? Pensez-vous qu'elles sont encore en vie? Aimez la vidéo et continuez à regarder pour le savoir. Et dites-nous d'où vous regardez. Le malaise grandit, lentement mais sûrement. Claire décrocha l'interphone et appela la salle des archives, ici Beaumont, unité des affaires non résolues. J'ai besoin d'accéder à une preuve matérielle, un disque de surveillance de école de gymnastique de Saint-Véran 2010,
peut-être dans une réserve profonde ou un coffre-fort. Elle raccrocha, puis rédigea une demande officielle d'interrogatoire des parents de Dubois. Après 12 ans, elle savait que la rencontre ne serait pas facile, mais ils étaient les derniers à avoir vu les filles vivantes, et personne ne leur avait parlé depuis plus de 10 ans. Elle ferma le dossier, regarda autour d'elle dans le bureau. L'unité des affaires non résolues était censée être un lieu de travail calme, rempli de paperasse et obstiné. Mais cette affaire ne semblait pas froide. On avait l'impression que quelque chose les observait encore. La maison familiale Dubois est située au bout d'une courte impasse à Saint-Étienne de Fontbellon, un quartier résidentiel baigné de soleil du début des années 2000 où une maison sur 3 se ressemblait. Claire Beaumont se gara sur le trottoir et marqua une pause avant de sortir. L'herbe n'était pas tondue, la lumière du porche était inclinée, mais les carillons suspendus à l'avant-toit résonnaient métalliquement, comme un souffle persistant. Élise Dubois ouvrit la porte. Elle paraissait plus âgée que sur sa photo de profil, mais pas de beaucoup, juste plus douce. Ses cheveux étaient attachés en chignon, son chemisier soigneusement plié, un soin apporté par habitude plutôt que par effort. « On ne fait pas d'interview, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Claire se présenta à nouveau, « Je ne suis pas là pour les citations ou la presse. J'ai rouvert l'affaire de cette semaine. Je veux parler de Sophie et Camille. » Élise la regarda, puis hocha la tête et s'écarta, entrée. Le salon sentait la poussière et l'huile essentielle de citron. Des photos de famille étaient encore empilées sur la cheminée, photos d'école, photos de vacances, portraits studio des deux sœurs en survêtement assortis, riant en plein été. La télévision était éteinte, mais la télécommande était sur la coudoir du fauteuil, comme si elle venait d'être utilisée. La maison n'était pas figée dans le temps, mais elle n'avait pas non plus avancé. Élise se versa 2 verres d'eau et s'assit en face de Claire à la table de la cuisine. « Mon ex-mari habite à Aubenas, on se parle plusieurs fois par an maintenant, généralement pour leurs anniversaires. » Elle sourit faiblement. « Il y a des habitudes qu'on ne peut pas changer. » Claire posa des questions préliminaires prudentes, des précisions sur la date de la disparition, d'éventuels changements de comportement des filles. Les réponses d'Élise étaient calmes, même si sa voix ne se brisait jamais, la tristesse se transformant en résignation. Elles sont enthousiastes à l'idée d'un nouvel exercice. Camille va enfin tenter le saut à la perche. Elle a peur, mais elle veut rattraper Sophie. « Je peux voir ta chambre ?» demanda Claire doucement. Élise hésita un instant, puis se leva et désigna le couloir d'un geste. La chambre était au bout du couloir, à gauche, la porte peinte d'un lavande pâle datant d'il y a des années, encore ornée de ces petites étoiles autocollantes. Claire fit le tour lentement, en prenant soin de ne rien toucher. À la porte du placard pendait une écharpe datant d'une compétition régionale de gymnastique. Sur le rebord de la fenêtre, un peigne en plastique craquelé et pailleté. Puis son regard tomba sur quelque chose sur l'étagère, un haut d'entraînement plié, caché derrière une petite boîte de photos. Claire monta sur une chaise près de la bibliothèque et le décrocha délicatement. Il était rose avec un liseré blanc, comme celui qu'on porte à l'entraînement. En retournant le haut, quelque chose brillait à la lumière, une longue mèche châtain foncé, lâchement tissée dans la couture près du col. Elle se détachait immédiatement sur la maille blanche du tissu. « Élise » appela Claire doucement, « est-ce que quelqu'un avec les cheveux bruns a déjà vécu ici ? De la famille, des amis ?» Élise apparut dans l'embrasure de la porte. « Non, pas depuis la naissance des enfants. Mon mari est roux et toute ma famille est blonde. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle plia la chemise pour en faire une pièce à conviction propre, en extraya le poil avec une pince à épiler et la scella dans une enveloppe en papier. « Ce n'est peut-être rien, dit-elle, mais je veux vérifier. » Élise hocha simplement la tête. Dans la voiture, Claire relut ses notes, puis ouvrit le sac scellé et examina à nouveau les cheveux. Cela aurait pu être n'importe quoi, une école, un gymnase. Mais le t-shirt était resté caché sur une étagère en hauteur, intact pendant des années. Si les cheveux n'appartenaient pas aux filles ni à leur famille, alors quelqu'un était passé assez près pour laisser une trace. Elle alluma la radio et appela le laboratoire, envoyait un échantillon immédiatement.
L'appel du laboratoire arriva peu avant 9 heures. Claire Beaumont était à son bureau lorsque la voix de l'analyste retentit, ferme, professionnel et désolé, les cheveux que vous avez envoyés aux humains, mâles, pas de follicules pileux, donc pas d'ADN nucléaire, et le matériel mitochondrial trop dégradé pour être profilé. Claire ferma les yeux. Aucune correspondance? Non, pas dans les bases de données fédérales ou étatiques. Nous avons analysé à la fois les casiers judiciaires et des échantillons partiels. Peu probable. Pourrait-il être contaminé? Non. L'échantillon est dans la veine, il est là depuis longtemps. Juste vieux et abîmé. Si c'est une preuve, c'est circonstanciel. Elle le remercia et raccrocha, les yeux fixés sur le dossier ouvert sur son bureau. 12 ans de silence, une seule preuve, et rien pour la prouver. Le contenu du sac n'était pas meilleur. Le ruban était partiellement désintégré, sans sueur ni fibre spéciale. La combinaison de course était abîmée, l'eau avait effacé les empreintes digitales. Le programme d'entraînement, plastifié au nom de Sophie, était trop taché pour être utilisé. L'expertise scientifique confirma la chronologie, le sac était authentique, son propriétaire était réel, mais l'identité de son propriétaire et la date de son immersion demeuraient un mystère. Claire se tenait devant le tableau blanc dans un coin du bureau, écrivant à l'encre noire, personne ne disparaît comme ça. En dessous, elle cochait 4 colonnes, domicile, école, salle de sport, autres. Elle passa les 2 heures suivantes à vérifier les noms dans d'anciens rapports, la famille Dubois, Élise, mère, Antoine, père, remarié, Chloé, cousine, vivant à Accent-Grave-Lyon à l'époque, enseignant, chauffeur de bus, un voisin qui faisait du babysitting, a déménagé en 2015. Employé école de gymnastique de Saint-Véran, l'entraîneur principal Pierre Lefebvre, 3 adjoints, 2 bénévoles en rotation, un agent d'entretien à temps partiel, un responsable de bureau. Aucune mention d'un remplaçant, aucun signe de changement inhabituel de personnel. Mais quelque chose clochait. Le courriel de Claire était bref, presque dénué d'émotion. Madame Martin, je réenquête sur la disparition de Sophie et Camille Dubois en 2010. Je crois comprendre que vous avez suivi une formation avec Elsa Zinvéran. Je voulais poser quelques questions, sans presse, sans pression, juste parler. La réponse est arrivée après 4 heures, j'ai toujours pensé que quelqu'un me poserait la question plus tôt. Je suis libre vendredi après 15 heures. J'habite à Accent-Grave-Grenoble maintenant. Amélie Martin. Amélie Martin attendait à une table de café ombragée à Accent-Grave place Victor Hugo, tenant un verre de thé glacé à moitié bu dans les 2 mains. Elle se leva à l'arrivée de Claire, souriant nerveusement, les yeux rivés sur le côté comme pour vérifier. Claire la remercia de l'avoir accueillie et s'assit en face d'elle. Les cheveux d'Amélie étaient plus longs maintenant, teint en cuivre brûlé, mais sa posture était toujours aussi raide que celle d'une gymnaste. Elle n'y alla pas par 4 chemins, je n'étais pas proche d'elle, dit Amélie. Sophie était toujours meilleure. Camille était gentille, mais plus petite. Claire hocha la tête. Tu étais à la salle de sport cette saison-là, avant mars? Oui, j'avais 14 ans. J'ai pris 2 mois de congé après leur disparition. Pourquoi? Amélie baissa les yeux, la voix basse, parce que quelque chose n'allait pas. Elle le lui expliqua prudemment, avec hésitation, comme si elle avait peur de s'impliquer. Pierre aimait travailler avec les petites filles, disait qu'elle devait être plus concentrée, plus malléable. Blé. Il les gardait après l'entraînement collectif, juste elle et lui. Il chuchota à Sophie, peut-être pour plaisanter, mais je trouvais ça étrange. Claire demanda si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Quelques-uns, dit Amélie, mais personne ne parla. Ma mère disait que l'entraîneur était comme un membre de la famille, et j'y croyais un peu. Et l'homme dont tu parles dans le mail, celui qui est toujours au fond? Amélie déplaça sa chaise. Ce n'était pas un membre du personnel, il n'entraînait pas, il ne parlait pas. Mais il était là le soir. Je me souviens mieux de l'hiver. Il était assis près de la fontaine à eau, sans faire semblant de s'intéresser aux exercices, juste à regarder. Quelqu'un l'a remarqué? Amélie secoua la tête.
Mais j'ai vu Pierre lui faire un signe de tête une fois, comme un signal. Claire marqua une pause. Tu l'as vu parler aux filles? Non. La conversation ralentit, Amélie hésita, puis sortit un vieux téléphone de sa poche, l'écran fissuré dans un coin. Elle le déverrouilla, je ne sais pas si ça va aider. C'est bête, mais j'ai pris une photo parce que l'angle mettait bien mon seau en avant. Il était en arrière-plan. Je ne l'ai remarqué que plus tard. Elle tendit le téléphone à Claire. L'image était floue, sous-exposée, inclinée, mais nette, Amélie en l'air, et derrière elle, un homme chauve et pâle, assis dans les tribunes, le regard fixe. Claire demanda à en recevoir une copie. Amélie accepta. Tu es la première à me poser cette question, dit-elle doucement. Je pensais que j'exagérais. Claire leva les yeux, tu n'exagères pas. Au poste, Claire a téléchargé la photo dans le système interne de reconnaissance faciale. Les résultats sont arrivés peu après minuit, André Dubois, né en 1967, dernière adresse connue à Drôme. La photo d'identité correspondait à celle d'Amélie. Le système a enregistré un dossier d'enfance clos et un incident en tant qu'adulte interrogé mais non inculpé dans une affaire de mise en danger d'enfants en Valence 1999. Les archives sont lacunaires, trop lacunaires. Plus frappant encore, André ne figure nulle part dans les listes du personnel, des visiteurs ou des bénévoles de Saint-Véran. Pas de vérification des antécédents, pas de registre d'entrée, pas de reconnaissance officielle. Mais il est apparu à plusieurs reprises sur la photo d'équipe pendant les 3 premiers mois de 2010. Claire fixait le tableur, les deux visages désormais liés par la proximité et le motif. Elle saisit le numéro de sécurité sociale d'André, retraçant son dernier geste, son inscription à la carte d'identité. Ardéchine juin 2010, 2 mois après la disparition de Sophie et Camille. Il fallut 1 jour et demi pour confirmer l'indice. André Dubois vivait désormais sous le nom de Gilles Renaud dans une zone boisée près d'Annonay. La propriété était un mobil-home sur un chemin de gravier, à côté d'une serre effondrée et d'un vieux camion qui n'avait pas bougé depuis des mois. La boîte aux lettres rouillées portait le nom « Renaud » de billets. Claire n'était pas seule. L'inspecteur Marc Fournier était avec elle, officiellement pour la soutenir, officieusement car Claire ignorait la réaction d'André. Ils étaient en civil, sans badge, sans menace. André entr'ouvrit la porte, torse nu, les yeux plissés par le soleil. Il paraissait plus âgé que son profil, ridé, les cheveux clairsemés, le regard perdu comme s'il calculait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. Claire garda une voix légère, « Nous enquêtons sur un incident communautaire. Drôme, en parcourant de vieux dossiers. Vous y avez vécu en 2010, n'est-ce pas » André haussa les épaules, « Il y a longtemps. Je ne me souviens plus de grand-chose. J'ai travaillé un moment, je n'ai pas pu rester. On vérifie avec qui vous avez travaillé. Vous vous souvenez de Pierre Lefebvre » Un silence. « Ce nom me dit quelque chose, » dit André. « Bâtiment, peut-être. » Claire pencha la tête avec un vague sourire. « En fait, les sports pour les jeunes. » Saint-Véran. André se gratta le menton. « Ah oui, peut-être. Tu as donné un coup de main? Tu t'es porté volontaire » Nouveau silence. « Peut-être. » Ils laissèrent le silence s'éterniser, assez longtemps pour mettre André mal à l'aise. Marc intervint, « On a de vieilles photos à vérifier. Jetez un œil. » Claire sortit une photo de la rencontre, André assis juste derrière la rangée d'athlètes, clair comme de l'eau de roche. Il la regarda, puis détourna le regard. « Pas moi. » Claire ne répondit pas tout de suite, rangeant la photo dans son dossier. « On contacte aussi les anciens élèves, » dit-elle. « Tu te souviens de Sophie Dubois ?» André retroussa les lèvres, trop vite, la petite Sophie, bien sûr. La plus intelligente. Le corps de Claire se raidit. Le surnom de « Petite Sophie » n'apparaissait ni dans le rapport de police, ni dans le bulletin scolaire, ni dans l'article de journal, ni dans l'interview. Ses parents et ses professeurs l'appelaient tous Sophie. Seuls ses proches connaissaient ce nom. Claire jeta un coup d'œil à Marc, qui hocha la tête. Ils n'insistèrent pas, « Merci pour votre temps », dit Claire doucement.
André les regarda descendre l'allée étroite. Il ne leur demanda pas pourquoi ils étaient venus, ni s'ils reviendraient. Ils restèrent silencieux dans la voiture jusqu'à l'autoroute. « Tu as entendu ?» demanda Claire. Sophie, confirma Marc. Claire se pencha en arrière, songeuse. Trop intime pour quelqu'un qui ne travaille que dans le bâtiment au gymnase. La surveillance d'André Dubois a duré 2 jours, sans appel, sans visiteurs, sans activité étrange. Juste un homme assis sur le porche, faisant comme si de rien n'était. Tout a basculé mardi matin, lorsqu'André est allé en ville acheter des provisions, et l'équipe de surveillance en a profité. Un technicien, ganté, est entré dans le mobil-home avec un mandat de perquisition limité. Il est entré et sorti en 15 minutes, trouvant un téléphone jetable, fissuré et déformé par la chaleur, caché dans le matelas de la chambre. Pas de carte SIM, mais la mémoire du téléphone contenait encore des traces, un journal GPS récemment effacé, non encore effacé. Au laboratoire, un scan de récupération a permis de retrouver des coordonnées de l'année précédente, avec notamment 2 apparitions dans la campagne près de lac de Vassivière. Claire vérifia les coordonnées, le visage crispé. C'était à moins d'1,5 km d'une cabane ayant appartenu à Pierre Lefebvre. Les registres fonciers indiquaient qu'il l'avait vendue en 2014, au comptant, sans intermédiaire. La cabane semblait banale, bois pourri, véranda blanchie par le soleil, toit affaissé sous le foin et la neige. Claire arriva avec 2 enquêteurs de la police scientifique, un adjoint du quartier et un mandat d'arrêt rigoureux. À l'intérieur, l'air était chargé de moisis, mais intact. Le mobilier était simple, poussiéreux, et il n'y avait aucun signe d'activité récente. Mais le sol de la cuisine avait quelque chose d'étrange, des planches inégales, légèrement enfoncées au milieu. Claire s'agenouilla, sans bruit, sans vacillement. Puis elle aperçut 4 vis, plus profondes, aux têtes plus nettes. Des empreintes digitales révélèrent une faible trace, quelqu'un l'avait ouverte récemment. Les enquêteurs sortirent des outils, et la planche craqua. En contrebas se trouvait une échelle en bois descendant dans l'obscurité, à environ 2 mètres de profondeur. La température changea instantanément, l'air était étouffant. Des capteurs lumineux s'allumèrent tandis que le technicien en chef descendait. Le spectacle était assourdissant, la pièce était insonorisée, d'épais panneaux insonorisants intégrés au mur de fondation. Un petit matelas, de la taille d'un enfant, était posé dans un coin, un autre en face, tous 2 recouverts de couvertures imprimées de lunes et d'étoiles. Des gribouillis délavés étaient visibles sur le mur. Au fond, une chaîne en métal rouillé, déverrouillée, une chaussette d'enfant collée à un maillon. L'air sentait le cuivre. Les enquêteurs ont balayé la zone et ont trouvé du sang près de la plainte. 2 échantillons ont confirmé une correspondance ADN familiale avec les sœurs Dubois. Les filles étaient venues ici, y avaient vécu. On frappa à 6h14. André ouvrit la porte, d'un air endormi, murmurant quelque chose jusqu'à ce qu'il aperçoive l'inspecteur Marc Fournier debout à côté de Claire Beaumont, tous 2 affichant un visage neutre et sous mandat d'arrêt. Cette fois, ce ne sont pas que des paroles, dit Claire d'un ton neutre. André ne résista pas, sachant peut-être que c'était fini. Au poste, il était assis dans une salle d'interrogatoire sous des néons, le front perlant de sueur, les doigts tapotant sur la table métallique. Claire entra avec un dossier, calme. Elle ne parla pas tout de suite, plaçant 4 photos 20x 25 cm devant lui, la porte de la cave, la pièce insonorisée, le matelas de dessin animé, le dessin à la craie. L'expression d'André resta inchangée, mais sa respiration ralentit. « Je n'ai jamais vu ça, dit-il. » Elle glissa la dernière photo, la fiche médico-légale avec le rapport sanguin, l'ADN de la famille Dubois. « Ils étaient là, André, dit-elle. Des années. Et tu as contribué à les y amener. C'est ta seule chance de parler avant que le système ne parle pour toi. » André expira brusquement, comme l'air s'échappant d'une valve fissurée. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Claire ne répondit pas, attendant simplement. Il se frotta le visage, Pierre avait tout planifié. « J'ai juste conduit. » Elle le laissa parler. Il a dit que c'était temporaire,
que les filles étaient en danger, que les gens ne comprendraient pas, qu'il était le seul à vraiment les comprendre. Il appelait ça un refuge. André hocha la tête. Ce jour-là, j'ai attendu dans le camion, à l'arrière, pas sur le parking du gymnase, mais sur le côté, personne ne fermait le portail. Il les a fait sortir, une par une. Elles n'ont pas crié. Je crois qu'il leur a donné de la drogue. Je n'ai pas vu leurs yeux. Claire résista à l'envie de s'étouffer. Et tu les as emmenés au chalet? André hocha la tête. 6 mois là-bas. Je leur ai apporté à manger, des provisions, je ne leur ai pas parlé, je leur ai juste tendu leur sac et je suis parti. Pourquoi? Il a dit que si je ne l'aidais pas, il m'emmènerait avec lui. Il avait des photos, de quand j'étais jeune et stupide. Claire avait l'air froide. Et quand il serait plus grand, hors de la cabane, chuchota André. En 2018, il a dit qu'il était temps de trouver un foyer permanent. Je les ai aidés à déménager, en leur disant que je n'aurais pas à revenir. Il a inscrit l'adresse sur l'enveloppe de preuve, un terrain en banlieue de Corrèze, nouveau quartier, calme, garage double, discret. Regarde sous le garage, dit-il. Tu ne le trouveras pas si tu ne sais pas comment retirer le mur derrière le chauffe-eau. Claire s'arrêta de respirer. Ils sont vivants? André ne répondit pas tout de suite, le regard perdu dans le vide. Il a dit que le monde extérieur les détruirait. Et tu n'as rien dit pendant 12 ans. André déglutit. J'avais peur. Quand André eut fini, la pièce était étouffante. Claire se leva, sans rien ajouter, et appela l'équipe tactique, inspecteur Beaumont. Je vous demande de délivrer un mandat d'arrêt à haut risque. Le suspect est Pierre Lefebvre. La structure présente des caractéristiques cachées, il pourrait y avoir des victimes vivantes. Le soleil n'était pas encore levé lorsque l'équipe tactique est intervenue. La maison de Pierre se trouvait à la limite d'un quartier résidentiel soigné Point-Brive-la-Gaillarde, mur en stuc, étayé, une balançoire rouge dans le jardin. Pas d'alarme, pas de caméra. Le garage était fermé à clé, mais l'équipe avançait rapidement, méthodiquement. Le mur derrière le chauffe-eau, comme l'avait décrit André, était en plaque de plâtre isolé, disparaissant de la vue. Le technicien frappa, un écho sourd répondit. Ils coupèrent la planche proprement. En contrebas, un étroit escalier inachevé descendait dans l'obscurité. Inutile d'enfoncer la porte, elle était déverrouillée, pas de l'intérieur. Le chef de l'équipe tactique descendit le premier, Claire le suivit, lampe torche braquée, le cœur battant. L'odeur n'était pas celle du pourri, mais celle du vieux, de la sueur, de l'air. La lumière balaya le béton, puis le coton, 2 petits matelas serrés l'un contre l'autre dans le coin le plus éloigné. Puis un mouvement. Les 2 filles étaient assises dans l'obscurité, le dos contre le mur, les mains jointes. Leur peau était pâle par manque de soleil, leurs cheveux étaient ébouriffés, coupés au ciseau de cuisine. Leurs yeux étaient surpris mais attentifs, observant chaque mouvement. Claire s'avança, baissa la lumière, Sophie, Camille. Elles ne parlèrent pas. Puis la plus âgée, Sophie, qui avait 24 ans mais en paraissait 16, murmura, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Claire ne bougea pas, mais s'agenouilla doucement et posa son badge par terre. On ne vous fera aucun mal. Vous êtes en sécurité. Je suis l'inspecteur Beaumont. On va vous sortir d'ici. Les ambulanciers intervinrent rapidement et silencieusement. Sophie et Camille furent escortées dehors, enveloppées dans des couvertures, soutenues mais marchant seules. Claire se tenait à l'extérieur du terrain, les regardant entrer dans le fourgon. Elles ne pleurèrent pas, ne parlèrent pas, mais lorsque la porte se referma, Camille prit la main de Sophie. Chaque recoin de la pièce secrète était filmé. Une caméra dans un coin du plafond, désormais inactive mais connectée pour une visualisation à distance. Une armoire verrouillée contenant des cassettes vidéo. Claire ne l'avait pas encore ouverte, mais elle savait ce qu'elle contenait. La chaîne de possession avait commencé, et maintenant, le véritable drame. Pierre fut arrêté l'après-midi même, lors d'une conférence d'entraîneurs de jeunes à accent grave périgueux,
le document à la main. Il fut surpris, puis confus, puis silencieux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il une fois, puis plus. La femme de Pierre était partie. Les services de protection de l'enfance avaient réagi rapidement et placé ses enfants dans un hébergement temporaire. Elle n'en avait aucune idée. À minuit, l'histoire était partout, les gros titres nationaux, les bulletins d'information de dernière minute, les émissions spéciales. Les sœurs Dubois disparues retrouvées vivantes après 12 ans. Un entraîneur arrêté dans une affaire non résolue et choquante. Claire, debout dans son bureau, regardait la conférence de presse en mode silencieux. Le chef de la police parlait calmement, mais la foule derrière lui rugissait, journaliste, caméra, question. Elle n'avait pas besoin d'entendre. Elle savait que les conséquences seraient incessantes, poursuites judiciaires, licenciements, débats télévisés. Mais là, l'espace d'un instant, elle laissa le bruit s'étendre à quelqu'un d'autre. André Dubois resta silencieux pendant que le procureur énonçait ses conditions, une coopération totale, des aveux enregistrés, rien de caché, en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle à 75 ans. Il accepta, épuisé comme un homme qu'on vient d'enterrer. Ses aveux furent versés au dossier officiel, clair et sans concession. André décrivit 12 années de contrôle, de déplacement, de complaisance. Son rôle, bien que limité, était impardonnable. L'audience de Pierre Lefebvre dura moins de 30 minutes. On y trouvait des journaux manuscrits, provenant de son coffre-fort personnel, détaillant routine, punitions, manipulations émotionnelles, des photographies des filles chaque année, âgées mais conservées comme enfants, les aveux complets d'André, désignant Pierre comme le cerveau, et, plus puissant encore, le témoignage de Sophie et Camille, d'un ton léger mais ferme, relatant comment l'entraîneur avait déclaré leurs parents morts, leur avait donné de nouveaux noms, et les actes inappropriés qu'il avait commis. Pierre resta immobile, sans un seul regard sur la victime. Lorsqu'on lui demanda comment il plaidait coupable, il répondit simplement « coupable ». Le juge l'a condamné à 3 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Aucun membre de sa famille n'a assisté au procès. Le centre de réadaptation est situé dans un quartier calme de Château-Chinon, loin des caméras et des regards indiscrets. Sophie et Camille étaient suivies par une psychologue. Sophie prit la parole la première, s'enquérant de sa mère. Des arrangements furent pris. Claire se tenait à l'extérieur de la pièce, regardant par l'étroite fenêtre. Élise Dubois, plus âgée maintenant, plus mince, se tenait dans l'embrasure de la porte, comme si elle avait peur de respirer. Puis Sophie murmura « Maman », et Camille fit de même. Leur mère traversa la pièce en un instant. Il n'y eut plus de mots après cela, juste 3 personnes serrées l'une contre l'autre, 12 ans de séparation serrées dans une étreinte tremblante. Ce soir-là, alors que Claire s'apprêtait à partir, Élise l'arrêta sur le parking. « Je ne sais pas quoi dire », dit-elle. « Tu n'es pas obligé », dit Claire. Les larmes aux yeux d'Élise s'emplirent, « Tu m'as rendu mes enfants. » Dans le bureau, l'affaire non résolue était vide, à l'exception du trou d'épingle où la photo avait été accrochée. Les filles auraient besoin de beaucoup de temps pour se remettre, mais l'affaire était close. Les sœurs étaient rentrées. Claire enferma le dossier dans un tiroir et regarda par la fenêtre. Le ciel était gris, une tempête approchait. Quelque part, une autre famille attendait. Il y aurait toujours d'autres affaires. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous pour en savoir plus.